Oui, bonjour tout le monde, comme dirait Karl. Donc, j'accueille aujourd'hui, alors en l'absence de Karl, j'accueille aujourd'hui Marion Sigaud. Alors, il faudra me pardonner, je ne suis pas un spécialiste de la régie, donc il peut y avoir des couacs, mais d'habitude, je laisse ça à Karl. Mais il n'était pas disponible. Donc, je reçois aujourd'hui Marion Sigaud. Alors, qui est Marion Sigaud? Marion Sigaud, c'est avant tout une historienne, mais ce n'est pas une historienne comme les autres, parce que d'abord, elle est engagée et elle est à contre-courant, clairement. Hein. Il faut voir ce qu'elle a fait, notamment sur Voltaire ou sur les Lumières en général. Et alors, surtout, elle est engagée, notamment, divers engagements, hein, la Révolution française, etc. Donc, mais également dans le domaine de la défense des enfants. Et aujourd'hui, c'est le sujet qu'elle souhaitait traiter. Et donc, je vais lui donner la parole. Elle se présentera de manière peut-être mieux que je ne le ferai. Et donc, on va tout de suite accueillir Marion Sigaud dans le studio. Voilà. Bonjour Marion. Donc, bonsoir, Marion, bonsoir capitaine. Bonsoir, nous sommes le soir. Bonsoir nos cousins du Québec. Voilà, un grand coucou à mes cousins que j'aime au Québec. Merci de m'accueillir une fois encore. D'accord. On dit rarement bonsoir parce que justement, comme il y a 6 heures de décalage, bonjour, c'est valable de jour comme de nuit. Alors disons bonjour, bonsoir, voilà. bonjour. Parce qu'on voilà. Ne sait pas à quelle heure ce sera publié à Montréal. Alors donc, Marion, je viens de le dire, vous êtes avant tout une historienne. Vous êtes à la fois une historienne de l'époque, notamment de la Révolution, même de l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, vous faites remonter, d'après ce que j'ai compris, vous faites remonter les problèmes liés à l'enfance à l'époque donc de l'Ancien Régime. Mais vous êtes également une spécialiste de l'histoire contemporaine et vous avez côtoyé des acteurs, à la fois des acteurs qui luttaient contre des phénomènes dont vous allez nous parler depuis très longtemps, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, je pense que vous êtes la personne idoine pour aborder ces sujets. Je vais vous laisser brièvement donc compléter cette petite présentation et ensuite nous annoncer le sujet que vous avez choisi de traiter et après donc développer votre argumentaire, votre analyse de manière magistrale, hein, donc sous la forme d'un exposé, d'une conférence, hein, donc in extenso. Merci, à vous. Alors voilà, je suis née en 1950. C'est-à-dire que j'ai un âge maintenant plus que canonique. Hein, je suis rentrée allègrement il y a déjà un petit moment dans le 3e âge. Voilà. On demande jamais l'âge d'une dame. Donc vous n'étiez pas obligé. C'est pour ça que je le dis. Parce qu'on ne me le demandera pas. Et j'aime autant le dire, plutôt que les gens aient besoin d'aller le chercher. Ça veut dire que j'avais 17 ans en mai 68, 18 ans dans la foulée. J'ai vécu la révolution sexuelle comme un drame absolument épouvantable. Je n'en avais pas eu conscience tout de suite parce que j'ai eu des très très graves problèmes étant adolescente. J'ai eu des problèmes familiaux extrêmement graves, extrêmement graves. J'ai eu une jeunesse fracassée. Et j'ai découvert, j'ai découvert en réalisant le rêve de ma vie, je venais d'avoir 40 ans, je me suis installée à la campagne, c'était le rêve de ma vie, je n'avais jamais pu réaliser ce rêve avant. J'ai pu le faire l'année de mes 40 ans en m'installant en Bourgogne, qui est la terre de mes aïeux, et à peine arrivé, dès les premiers contacts que j'ai noués avec des gens avec qui je pensais pouvoir faire des choses intéressantes, j'ai découvert quelque chose que j'ignorais totalement précédemment, c'est la pédocriminalité. C'est-à-dire que, à peine arrivé, les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai sympathisé, m'ont fait savoir qu'il y avait dans Lyon des réseaux absolument abominables de gens qui enlevaient des enfants qui disparaissaient, et il était hors de doute que ces enfants servaient à des abominations sexuelles. Cette vérité m'est tombée dessus comme une calamité, comme une catastrophe, parce que je venais d'arriver à la campagne, j'y ai trouvé l'apaisement, le bonheur, enfin une espèce de joie de vivre et une réalisation à tout point de vue de mes rêves de jeunesse. Et cette calamité m'est tombée dessus comme pour me gâcher le plaisir, comme pour me gâcher la vie. J'ai essayé d'évacuer cette prise de conscience parce que c'était trop dur, c'était trop pénible. Ça a d'ailleurs réveillé énormément de choses en moi qui concernent mon propre passé et ma propre jeunesse, mais ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Et j'ai essayé de me débarrasser de cette prise de conscience. J'ai essayé de me dire que non, je veux pas le savoir. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais pas. Je pouvais pas. Alors, une fois que la conscience vous est tombée dessus, soit on se renie, soit on va au bout. Et j'ai décidé d'aller au bout.
Voilà. Si je peux me permettre, pour aller dans votre sens, hein, très, très brièvement, je m'interromps, mais brièvement, moi, je dois reconnaître que pareil, je suis passé à côté de ça pendant des années, des années. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que deux manières de prendre conscience de ce problème. Soit on est victime, soit on est parent. Et en fait, j'ai accédé à la parenté assez tardivement, hein, parce que j'étais militaire, donc voilà, j'ai pas. Et donc, et c'est à partir du moment où on a des enfants et que pas tout petit, hein, mais à partir du moment où ils arrivent dans un âge où ils peuvent être victimes eux-mêmes, qu'on prend conscience de la gravité de ce problème. Avant, je reconnais que, et c'était à peu près voilà l'âge où j'ai commencé à prendre conscience. Alors, il y a eu l'affaire du trou, mais l'affaire du trou, c'est en Belgique, on croyait que c'était une affaire voilà, marginale, etc. Puis on s'est aperçu qu'en fait, d'abord, il y avait un réseau, et puis qu'ensuite, il y avait, dont on n'a pas parlé, et puis mais ça nous avait mis en alerte, mais moi, je n'avais pas pris vraiment conscience. Alors, à partir du moment où j'ai eu ma première, puis ma deuxième fille, là, j'ai pris conscience de la gravité du problème très tardivement, hein, soyons clairs. Voilà. Alors, bon, moi, ça n'est ni personnellement, ni parce que j'avais des enfants, puisque je n'en avais pas. Je n'en ai pas fait, que cette conscience m'est venue. C'est un concours de circonstances qui a fait que je suis tombée sur une affaire absolument abominable. Mais ça, moi, j'appelle ça le doigt de Dieu. Hein. Voilà, ça m'est tombé dessus comme ça parce que tel était mon destin. Et je me suis rendu compte, j'ai essayé d'y échapper en me disant ça m'intéresse pas. Et j'en faisais des cauchemars. Enfin, je me dis non, c'est pas possible. J'ai quelque chose là à réaliser. Et c'est dans cette perspective que j'ai repris des études d'histoire. Alors, je vous explique. J'ai essayé de vous la faire courte. J'ai commencé à lire un certain nombre de livres pour essayer, en suivant mon intuition, hein, pour essayer de comprendre si ces choses-là avaient déjà existé dans le passé. Et comme je m'intéressais beaucoup à l'histoire de France, j'ai eu l'intuition qu'un attentat qui avait eu lieu contre Louis XV en 1757, où un malheureux domestique lui avait planté la lame d'un petit couteau dans le dos, j'ai eu l'intuition que, je sais pas comment, enfin si je sais comment, mais bon, ça serait trop long, par une série de connexions que j'ai faites dans mon cerveau, que ce type aurait pu attaquer le roi, qui avait la réputation, c'était dans le même livre, qui avait la réputation de bien aimer les petites filles. Et j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à lire un livre, 2 livres, 3 livres. C'est là que j'ai appris la connaissance de Gabriel Matzneff, donc j'ai lu plusieurs livres de Gabriel Matzneff et d'autres, et encore. Et un jour, je me suis rendu compte que j'avais une piste et que j'avais quelque chose à réaliser. Je me suis dit, je vais faire de l'histoire. Alors, je vais faire de l'histoire, pourquoi? Parce que une amie m'a convaincu que faire de l'histoire, c'est-à-dire retourner sur les bancs de l'université, parce que j'avais juste le bac, c'est là qu'une amie m'a convaincu que si je voulais faire de l'histoire comme amateur, je pourrais très certainement faire du bon travail, mais je n'aurais jamais aucune reconnaissance. Et de toute façon, m'a-t-elle dit, on te volera ton travail. C'est-à-dire que si un non-historien fait une recherche qui tombe sous les yeux de quelqu'un qui a les diplômes et qui a les filières, le malheureux qui a fait le boulot va se le faire voler. C'est un classique. C'est un classique. Voilà. Les doctorants, tous les doctorants connaissent ça. Voilà. On les oriente vers le sujet, leur directeur de thèse les oriente vers le sujet qui intéresse le directeur de thèse et ils pillent allègrement les découvertes de ses étudiants. Exactement, voilà. Donc bon, pour moi, c'était pas dans le cadre de l'université puisque je n'y étais pas, mais elle m'a expliqué dans une maison d'édition, on filera tes notes à un historien et c'est lui qui tirera c'est toi qui tireras les marrons du feu et c'est lui qui les mangera, quoi. Hein. Bon, donc elle m'a convaincu, ça a été une épreuve pour moi de réussir à me convaincre que je pouvais reprendre les études parce que j'étais intimement persuadée que je n'en étais pas capable. La suite a prouvé que j'avais une très mauvaise et très fausse opinion de moi puisque j'ai réussi assez brillamment à reprendre ces études tout en étant à la campagne, tout en vivant au loin. Enfin bon, j'ai fait tout ça par correspondance. Protégé. Et je suis tombée sur le poteau rose. Hein. Je suis tombée sur le poteau rose. J'ai véritablement découvert. Alors je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas comme ça. J'ai découvert un véritable réseau pédocriminel au cœur de l'Ancien Régime. Bon, je vais pas vous en parler aujourd'hui parce que ça peut faire l'objet d'autres vidéos, enfin d'autres entretiens. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert que non seulement la chose existait sur le plan institutionnel depuis très longtemps, mais que personne n'en avait jamais parlé, mais personne. J'ai travaillé aux archives de l'assistance publique, j'ai absolument essoré toute la bibliographie concernant le sujet, personne ne s'est jamais penché là-dessus. Jamais.
Jamais. Donc, j'ai ouvert les registres d'entrée et sortie de l'institution qui s'occupait des enfants perdus, abandonnés, sans famille, et j'ai découvert des milliers et des milliers et des milliers d'enfants qui rentraient, qui sortaient, qui disparaissaient. Enfin bon, il y a j'ai mis vraiment à jour un gigantesque réseau de pédocriminels, enfin, trafic d'enfants, sous l'Ancien Régime. Je fais remonter, alors c'est pas que ça n'existait pas avant, c'est que ça sort de ma période d'études, je fais remonter l'affaire au début de l'époque classique, c'est-à-dire j'arrive à remonter jusqu'à à peu près Henri IV. Voilà. Ah, Henri IV, oui, quand même. Oui, mais ça commence dès la mort d'Henri IV. C'est là que ces notables commencent à s'organiser pour essayer d'organiser des sociétés secrètes. Tout ça, ça fonctionne par des sociétés secrètes. Alors, il n'y avait pas la franc-maçonnerie à l'époque, mais il y a eu assez rapidement une espèce de secte qui s'appelait la Compagnie du Saint-Sacrement que Molière a étrillée dans Tartuffe. Qu'on voit apparaître dans Tartuffe. Et ensuite, il y a eu la secte janséniste. Alors, c'est pas moi qui dis secte. Quand on dit pourquoi tu dis secte, parce que c'est eux, ils disaient nous sommes la secte janséniste. Donc, je peux reprendre leur terme. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Et après la secte janséniste, il y a eu la franc-maçonnerie. Et puis après, c'est là où nous en sommes. Hein. Donc, moi, ma période d'études, pour ce qui concerne les registres, ça commence en 1656 pour les premiers registres, pour les premiers textes véritables. Mais j'ai étudié quand même un certain nombre de prises de position et d'études depuis à peu près 1632. Donc, je vois comment un certain nombre de notables s'organisent pour que les pauvres cessent d'être la chasse gardée de l'Église et que les notables puissent dire à l'Église rentrez chez vous, laissez-nous nous en occuper, c'est une affaire d'ordre public et pas une affaire de charité, laissez-nous nous occuper des pauvres. Alors on commence par créer des lieux pour enfermer les pauvres. Une fois que les pauvres sont renfermés, comme on disait à l'époque, on ne disait pas enfermés, on disait renfermés, on sépare les maris des femmes, on sépare les femmes des enfants et les enfants disparaissent. Voilà, les enfants disparaissent. Alors, c'est ça que j'ai mis. Il y a une deuxième partie, c'est l'époque plus contemporaine où justement, parce que vous avez été confronté, etc., où vous avez quand même eu des contacts avec des gens qui combattaient ce phénomène pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, absolument. Alors, je me suis liée d'amitié, hein, je n'ai pas fait que connaître, je me suis vraiment liée d'amitié avec une dame absolument merveilleuse qui est décédée à l'heure actuelle, qui s'appelait Judith Reisman, qui est la personne qui a par son intuition, par son analyse et par son courage également, parce qu'il en a fallu beaucoup, a découvert, mais preuve à l'appui, hein, preuve à l'appui, c'est absolument incontestable, que le père de la révolution sexuelle, à savoir Alfred Kinsey, qui a publié en 1948 un ouvrage sur la sexualité des hommes, était en fait elle l'appelle pas ça un pédocriminel, elle appelle ça un pédosadique, c'est-à-dire un monsieur qui, pour convaincre la population, puisqu'il s'est adressé vraiment à la terre entière, qu'il fallait changer la morale sexuelle, a fait violer des enfants, des centaines, peut-être plusieurs centaines d'enfants, par des gens absolument abominables, et que toutes les réactions de terreur, d'évanouissement et d'épouvante de ces malheureux enfants étaient considérés comme des orgasmes. Et c'est à partir de ces études criminelles et frauduleuses qu'il a été décrété, et ça fonctionne encore, que les enfants sont sexuels dès la naissance et qu'on peut parler sexe aux enfants dès le plus jeune âge. À l'heure actuelle, c'est ce qui est en train, c'est là qu'on va venir à ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de préparer pour cette rentrée des cours d'éducation à la sexualité, au cours desquels, dès le plus jeune âge, on va apprendre aux enfants les techniques sexuelles, la façon de faire l'amour et comment et entre hommes et entre hommes et entre femmes et hommes et femmes et femmes et hommes. On va leur apprendre qu'ils peuvent changer de sexe, on va leur apprendre tout un tas de qui ont été inventées par un maniaque, par un grand malade, un salaud achevé qui s'appelait Alfred Kinsey, qui était soutenu à la fois par la CIA et financé par l'Institut Rockefeller. Donc ça, toute cette partie-là de l'histoire, c'est Judith Reisman qui l'a introduite. Et ensuite, moi, à partir des travaux de Judith Reisman, que j'ai vu 3 fois, hein, elle est venue chez moi, je suis allée la retrouver à Montréal et nous nous sommes connus en Croatie. Donc nous avons passé plusieurs séjours ensemble, nous étions vraiment
très intime. Lié. Il est très lié. Et elle m'a appris énormément de choses et je continue son travail, quoi. Je continue. Oui, je comprends. Je continue. Je sais par exemple des choses notamment sur la société française que je suis en train d'étudier de très près, qu'elle ne soupçonnait absolument pas. Et je commençais à lui en parler, ça la passionnait. Voilà. Mais bon, elle est morte, je peux pas dire prématurément. Elle est pauvrette, elle avait 84 ans, donc elle a eu une longue et belle vie. Elle a eu des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Donc elle laisse toute elle a une postérité, qui lui vaut une espèce de culte, voilà. Et elle a laissé beaucoup d'amis également aux États-Unis. Je suis en contact avec certains d'entre eux. Et voilà, donc elle, je peux pas dire qu'elle m'a inspirée puisque je l'ai rencontrée. C'est moi qui ai voulu la rencontrer. C'est moi qui ai fait la démarche de la rencontrer. J'ai vu un jour une vidéo d'elle où j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Elle est absolument extraordinaire. J'ai fondu en larmes. J'ai dit il faut absolument que je la trouve. Je lui ai écrit, elle m'a répondu. On s'est retrouvés 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais alors j'ai mes propres recherches indépendamment des siennes. Et le croisement de mes recherches et des siennes, pour moi, ça fait des étincelles, quoi, parce que j'ai le point de vue d'une universitaire américaine spécialiste de la psychologie et de la communication, et moi, j'ai une livresque, archivistique des documents français, enfin de l'histoire de France. Et puis, voilà. Je croise tout ça avec l'actualité et je suis de voilà, parce que ce qui est intéressant… De plus en plus déchaîné contre toutes ces horreurs. Moi, je ne peux plus me tenir. Là. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que, effectivement, l'application, évidemment, concrète, c'est relier tout ce passé historique ou contemporain, mais déjà un peu ancien, date du précédent millénaire, parce que le XXe siècle, c'était au précédent. Bah oui, déjà. Et donc, a des implications directes sur l'évolution de la société et sur donc, des dérives qui sont, alors dont malheureusement, la plupart des citoyens n'ont pas conscience, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes passé très longtemps à côté du phénomène, moi-même pareil, et donc on découvre ça, soit parce que, comme vous le dites, on a fait une rencontre, soit parce qu'on a été victime dans son enfance, ou soit parce qu'on s'est préoccupé des dangers, des menaces qui pesaient sur nos propres enfants. Donc je vais vous laisser commencer votre exposé, et on se retrouve à la fin pour conclure. Voilà. Donc voilà, alors je vais essayer de vous mettre toute seule à l'écran. Alors, parler histoire. Vous savez que quand on veut parler pédocriminalité et histoire de France, il y a un personnage qui apparaît immédiatement, et c'est pas un personnage récent, puisque ce fut un compagnon de Jeanne d'Arc. C'est un monsieur qui s'appelait Gilles de Rais, qui a été exécuté, il a été mis à mort en 1440, il avait 36 ans, et il était accusé du viol et du meurtre de plusieurs centaines d'enfants. Centaines d'enfants. C'est un personnage absolument considérable dans l'histoire de la pédocriminalité. Et alors, on sait plusieurs choses de façon incontestable sur ce monsieur. On sait que c'est un personnage tout à fait historique, tout à fait qui a existé, qui était breton. Il a aidé Jeanne d'Arc à délivrer Orléans, donc il a une stature de héros de la guerre de 100 ans. Le roi de Charles VII l'a fait maréchal de France alors qu'il n'avait pas 25 ans, je crois. Il a été promu maréchal de France au moment du sacre de Charles VII. Ça en fait un personnage qui avait une aura, qui était respecté, qui était admiré. On sait qu'il a été riche puis ruiné, ça fait partie des choses incontestables le concernant, et que sa baronnie, le pays de Rais, R-E-T-Z, dont J de Rais, R-A-I-S, mais on dit également le pays de Rais, R-E-T-Z, c'est une riante région du sud de la Bretagne à l'embouchure de la Loire. Voilà. Alors, Gilles de Rais, il est connu également pour avoir dilapidé sa fortune en dépenses somptuaires. Il avait une espèce de folie de faire des fêtes et il a dilapidé sa fortune de façon absolument scandaleuse. Enfin, scandaleuse. On n'a pas idée de dépenser des sommes comme ça de façon aussi inutile et ostentatoire. Et on sait que pressé de dettes, il a commencé à vendre ses domaines par morceaux. Alors, il a commencé par vendre les terres les plus éloignées et les moins rentables, et puis
petit à petit, peu à peu, il a vendu, il a aliéné des parts plus importantes qui ont commencé à intéresser d'importants personnages. Voilà, alors il y a tel domaine, telle partie du domaine à vendre. Voilà, des gens intéressés pouvaient se presser pour essayer de faire une bonne affaire et de continuer de dépouiller ce monsieur qui se dépouillait tout seul. Voilà. Alors, on sait que de retour de la guerre de 100 ans, il était essentiellement désœuvré et se comportait en chef de bande. Alors, il dépensait beaucoup d'argent, mais il s'amusait tout le temps. Il était militaire, donc il savait diriger des hommes et il se comportait comme un voyou, comme un chef de bande. Alors, il a commencé à s'entourer également de charlatans qui lui ont fait miroiter qu'il pourrait reconstituer sa fortune qui partait à volo par des pratiques magiques et des invocations démoniaques. Et alors, quand vous avez un personnage aussi en vue que ce maréchal de Rais, qui commence à invoquer des démons et à faire des pratiques magiques, vous avez immédiatement les autorités ecclésiastiques qui disent qu'est-ce qui se passe. Ça, les autorités ecclésiastiques, elles sont là dans leur rôle, elles sont là pour éloigner tout ce qui touche aux démons. Et alors, il y a également une rumeur qui courait à l'époque, qui concernait sa responsabilité dans des disparitions d'enfants qui désolaient son terroir. Et cette réputation, enfin ces rumeurs concernant des disparitions d'enfants, ça a précédé de plusieurs années les histoires de ces pratiques magiques. Mais c'était un personnage considérable, et il était armé, il était maître chez lui, et il fallait plus que des rumeurs pour essayer de faire quelque chose contre lui. Et en l'occurrence, il y avait rien à faire et personne ne faisait rien. Alors, on sait également qu'il a parfois été appelé Barbe Bleue sans qu'on puisse valablement justifier comment un tueur d'enfants peut être illustré par la figure d'un tueur de femmes et de ses épouses successives. Barbe Bleue, c'est le personnage de légende, enfin de conte, de Perrault, je crois, qui est connu pour avoir assassiné ses femmes. Barbe Bleue, ça peut pas être Gilles de Rais. Enfin voilà, on l'assimile souvent, Gilles de Rais à Barbe Bleue. Je pense que c'est totalement abusif. Gilles de Rais ne s'est jamais attaqué à des femmes, il s'est attaqué à des enfants et essentiellement à des petits garçons. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a quelques filles qui ont disparu, mais l'affaire concernant Gilles de Rais, ça concerne les petits garçons. Voilà. Alors, on sait également qu'à la suite d'un coup de main crapuleux contre une église, en plein pendant la messe, Gilles de Rais a été arrêté et déféré devant la cour ecclésiastique de l'évêque de Nantes qui s'appelait Jean de Malestroit. Parallèlement, il est comparu devant le Parlement de Bretagne. Il y a donc eu 2 procès. L'un ecclésiastique concernant ses pratiques magiques. Alors, il était de plus en plus évident qu'il faisait appel à des pratiques démoniaques, et un autre au Parlement, le Parlement ce sont les juges, concernant les meurtres d'enfants. Des gens se plaignaient depuis des années que des enfants disparaissaient, et ces enfants disparaissaient sur son terroir et pas ailleurs. Voilà, ça commençait sur ces terres et ça s'achevait et ça se terminait à l'extrémité, au bout de son domaine. Donc, il était véritablement soupçonné de participer à des choses absolument abominables concernant ces enfants qui disparaissaient. Alors, il a été reconnu coupable d'avoir notamment enlevé, violé, torturé et mis à mort des centaines d'enfants. Il a été condamné à mort et exécuté après avoir tout avoué et après avoir demandé pardon aux parents de ses victimes. Il n'est pas comparu devant l'Inquisition, quoi qu'en aient dit les partisans de sa réhabilitation. Et c'est de ça que je viens vous parler ce soir. Je ne viens pas vous parler d'affaires du Moyen-Âge, mais d'une affaire de Moyen-Âge qui concerne notre époque à nous. Figurez-vous qu'il y a des gens qui ont dépensé beaucoup de temps et d'argent, l'argent en l'occurrence c'est le nôtre, puisque c'est de l'argent public, pour faire de ce pédocriminel d'envergure, des centaines de victimes en 8 ans, c'est absolument énorme, un innocent victime de la jalousie, de l'Inquisition et du fanatisme d'un évêque félon. Voilà. En 1992, ces gens se réunirent d'abord à Nantes, puis au Sénat à Paris, où un aréopage de gens divers, à l'instigation d'un écrivain nommé Gilbert Proutot, entreprit de disculper ce monstre en accusant ses juges d'avoir voulu s'emparer de ses biens. Alors, moi, je me permets de rajouter ce qu'il restait de ses biens. Donc, vous avez là un pédocriminel qui est jugé, reconnu coupable, exécuté, et plusieurs siècles plus tard, des gens disent non, il a été injustement accusé, nous allons opérer sa réhabilitation. Alors, il s'agissait, pour ces gens réunis au Sénat, d'obtenir sa réhabilitation par un jugement rendu par un tribunal arbitral. Alors, un tribunal arbitral, je n'ai pas fait de droit, mais j'ai compris ce que c'était. C'est un tribunal qui fonctionne comme un vrai tribunal, mais à titre privé.
Voilà, le résultat d'un jugement d'un tribunal arbitral ne sera pas suivi des faits. Voilà, s'il y a condamnation, ça ne sera pas suivi des faits. C'est absolument privé. On pourrait presque dire symbolique. Donc, le Sénat français prêta son concours à cette mascarade à laquelle ne fut convié aucun historien. C'est-à-dire qu'on a décidé de réhabiliter un monsieur qui a été condamné 5 siècles plus tôt. Donc, c'est donc de l'histoire qu'on va faire, mais on n'a convié aucun historien. Qui a été convoqué à ce tribunal arbitral, ce sont des avocats, des hommes politiques, des personnalités diverses qui sont venus s'exprimer pour blanchir l'honneur du plus abominable pédocriminel que notre pays ait porté. Voilà, on va sauver l'honneur d'un type abominable. Alors, sauver l'honneur, ça voulait dire, on va vous démontrer qu'il n'a rien fait. Alors, c'est ce dont je viens vous parler ce soir. Alors, parmi les gens qui sont venus siéger à ce tribunal arbitral, le ténor du barreau marseillais, Henri Juramy, président de ce tribunal, le gaulliste Jean-Philippe Leca, comme juré, le socialiste Michel Crépeau, ancien garde des Sceaux, qui a siégé comme juré, le professeur Henri Laborie, biologiste, qui s'est dit fan de Gilles de Rais, grand amoureux de Gilles de Rais, dont il avait fait, paraît-il, comment il disait, c'est mon ami, il prenait les minutes de son procès comme son livre de chevet, enfin, c'est des trucs absolument ahurissants. Il a siégé comme juré. Albert Brunois, avocat, ancien bâtonnier, le bâtonnier Belin comme avocat, Henri Thémines, avocat, et Gérard Larcher, vétérinaire, ancien ministre et sénateur, et Pierre Simon, sexologue, ancien grand maître de la Grande Loge de France. Oui, Pierre Simon. Pierre Simon qui fut l'introducteur en France des théories d'Alfred Kinsey. On l'a appelé le Kinsey français. Pierre Simon, partisan de l'éducation sexuelle à l'école, de l'avortement pour toutes, de la contraception sans peine, et il fut l'introducteur du planning familial en France au temps où le planning familial s'appelait maternité heureuse. Donc, on voit que dans ce tribunal arbitral, on siégeait des progressistes, vraisemblablement tous francs-maçons. On ne peut pas le vérifier, mais enfin, c'est quand même plus que vraisemblable. Et aucun historien ne fut jugé utile pour délibérer sur un cas vieux de 5 siècles. C'est extraordinaire. Alors, pour assurer la culpabilité, défendre la culpabilité, c'est-à-dire affirmer que Gilles de Rais était bien coupable, la parole a été donnée à Maître Assoun, qui a tout fait pour embrouiller le jury. Alors, il a mis là pour manquer sa plaidoirie, c'était, je peux pas dire bafouillé, mais ça n'avait ni queue ni tête. Ça n'avait ni queue ni tête. Et on apprendra par la suite que c'est Gilbert Proutaux en personne qui lui a préparé sa plaidoirie. C'est-à-dire qu'on a pris pour dire, oui, Gilles de Rais est bien coupable, quelqu'un qui a plaidé à côté, qui n'a pas donné d'argument probant. Par contre, pour défendre l'innocence de Gilles de Rais, on a donné la parole à Maître Goéo Brissonnière, ténor du barreau, comme on dit. Écoutons-le. Écoutons bien ce que dit ce maître. Alors, je ne sais pas comment on dit, Goéo, je pense, Brissonnière. Voilà ce qu'il dit pour défendre Gilles de Rais. Il dit « Gilles de Rais a été victime d'une machination destinée à le perdre pour s'emparer de ses biens. » Alors, comment peut-on faire une plaidoirie comme ça? Ça s'appelle un procès d'intention qu'on fait à ces juges. À quel titre se permettons de dire ces juges ont fait ça pour s'emparer de ses biens? D'abord, il était ruiné, donc quel était l'intérêt de s'emparer des biens de quelqu'un ruiné? D'autre part, si, admettons, Gilles de Rais avait droit à la présomption d'innocence, est-ce qu'on peut dire également que son juge avait droit à la présomption d'honnêteté? Commencer la plaidoirie en disant c'est une machination destinée à le perdre pour prendre ses biens, c'est véritablement un procès d'intention. Je ne vois pas ce que la justice peut avoir avec ça. Alors, Gilles de Rais aurait été, d'après ce qu'on dit, une des plus grandes fortunes de France avant ses dettes. Or, on a un historien, il est malheureusement décédé maintenant, un historien médiéviste du plus grand sérieux, Jacques Herz, qui assure que non. Il assure que la fortune de Gilles de Rais était une fortune moyenne, au contraire, et que c'est pas la peine d'en faire une des plus grandes fortunes de France, histoire d'enfoncer le clou et de dire que ces juges voulaient simplement s'emparer de la plus grande fortune de France. Alors, et d'autre part, ce qu'assure Jacques Herz, c'est qu'il a bel et bien été jugé quand il avait perdu cette fortune dont il ne restait que des débris. Il était donc ruiné. On ne s'est donc pas acharné sur un homme riche pour lui piquer son bien. Alors, comment peut-on imaginer qu'un déni de justice aussi public que le procès de Gilles de Rais a été organisé pour s'emparer de ruines? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, ce qu'on dit de Gilles de Rais, c'est que non pas de Gilles de Rais, de son juge Jean de Malestroit, qu'il était séide des Anglais, proche du duc de Bretagne, et qu'il voulait la peau du seigneur brutal et glorieux. Alors,
ça veut dire, comment ça? Comment sait-on que Jean de Malestroit, l'évêque du lieu, l'évêque de Nantes, chancelier de Bretagne, voulait la peau du seigneur Brutal? Comment peut-on plaider de cette manière-là? On sait que son juge voulait sa peau, mais à qui le juge a-t-il dit qu'il voulait la peau c'est fou, quoi. Ça s'appelle un procès d'intention, c'est pas comme ça qu'on se fait une idée de la vérité. Enfin, ça me semble absolument indigne. Alors, Maître Goyo-Brissonnière, attendez, je vais essayer de dire son nom sans l'écorcher, Goyo-Brissonnière, c'est ça, assure que l'accusation comblait d'aise Malestroit, Jean de Malestroit, l'évêque. Qui a dit ça à qui? Comment sait-on que Malestroit était comblé d'aise de l'accusation? On n'en sait rien. C'est un nouveau procès d'intention. On parle pour lui, on sonde son cœur, on fait les questions, les réponses et les commentaires. C'est d'un niveau, c'est absolument, c'est consternant. Je cite, une brassée de témoins défile à la satisfaction des juges. Témoins manipulés par les magistrats et leurs émissaires. Comment ça? Comment sait-on que les témoins sont manipulés? Les témoins défilent contre Jules et contre Gilles de Rais, et on dit qu'ils sont manipulés par les magistrats. Mais comment sait-on? Comment peut-on affirmer des choses pareilles? Je veux dire, il n'y a aucune source, il n'y a aucune preuve, ce sont des choses qu'on jette comme ça, que voilà, à la satisfaction des juges. Mais les juges ont dit, nous sommes satisfaits de ce défilé de témoins. C'est absolument indigne. Et il dit, ces témoins ne devaient pas peser lourd sur la balance de la justice, pas plus que les complices de Gilles au sortir de la question qui rend bavard. Alors, ça veut dire quoi? La question qui rend bavard, c'est la torture. Hein, faire passer quelqu'un à la question, c'est le torturer pour lui faire avouer quelque chose. Donc, il dit, ces témoins voilà, attendez. Les témoins ne devaient pas peser lourd, pas plus que les complices de Gilles au sortir de la question qui rend bavard. C'est-à-dire qu'on dit, il assure ici que Gilles et ses complices ont été torturés et que la torture rend bavard et que on peut après on témoigne dans le sens que demande la justice. Et il dit, nul ne se présente. Alors la torture, là c'est le moment de le dire, n'a jamais été appliquée dans ce procès. On t'a torturé. On n'a torturé ni Gilles ni ses complices. Jamais, à aucun moment. Donc, il faut le savoir, il faut le dire, c'est à moi de le dire, eux, ils ne le diront pas. L'avocat continue en disant « Nul ne se présente pour une famille éplorée après la disparition d'un enfant. » Ça, c'est un mensonge, parce que énormément de familles sont venues témoigner que leurs enfants avaient disparu et qu'ils les cherchaient, et certains depuis des années. Donc, on a entendu au contraire des parents éplorés, et lui, il dit l'inverse. Nul ne se présente pour une famille éplorée. Et il rajoute en disant « Après la disparition d'un enfant, tant d'enfants s'évanouissent alors dans les campagnes. » Ça veut dire quoi? Les enfants disparaissent dans les campagnes et personne ne se plaint. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque, les enfants, ça disparaît, ça va, ça vient, et tout le monde s'en fiche. Mais qu'est-ce que c'est que cette vision? Qu'est-ce que c'est cette vision des choses-là? Personne ne se plaint, mais attendez, alors moi j'ai déjà vu ça. En 1750, en plein siècle des Lumières, qui est la période que j'ai le plus étudiée, les gens croyaient qu'on enlevait leurs enfants, c'est-à-dire que la police raptait des enfants dans les rues, et des gens se sont permis de dire que les parents qui ont fait des émeutes pour retrouver leurs enfants croyaient qu'on enlevait leurs enfants. Mais bien sûr qu'on les enlevait, ils ne croyaient pas du tout, c'était effectivement le cas. Et le cas des enfants qui disparaissaient sur le terroir de Gilles de Rais, les parents les cherchaient partout. Vous aviez des parents éplorés qui battaient la campagne à la recherche de leurs enfants. Il dit comment ça, les enfants, mais ça disparaît. Mais c'est faux, les enfants, ça disparaît pas comme ça. Les enfants, ça a des parents et les parents, ça les attend pour dîner quand même. Alors, pour Maître Goyo-Brissonnière, les enfants, ça disparaît normalement, il n'y a pas de quoi foutre un chat. Non mais sans blague. Non mais sans blague. Alors qu'est-ce qui pourrait différencier les gens du Moyen-Âge des gens d'aujourd'hui? Au Moyen-Âge, les enfants, ça disparaissait, les parents, ils s'en fichaient. Alors pourquoi y a-t-il eu un procès, dites-moi? Et il rajoute, main de ces témoins de paille ont été subornés par des proches du président. Vous vous rendez compte? Donc des témoins qui vont venir dire qu'effectivement, ils recherchent des enfants, ce sont des témoins subornés par des proches du président, des témoins de paille. Quand un parent vient se plaindre qu'on a enlevé son enfant, c'est qu'il a été suborné par des juges qui veulent. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Et il ajoute, ils ne se sont pas déplacés pour rien, ils ont été défrayés. Ah bon? On leur a donné de l'argent? Alors ils sont venus pour se faire de l'argent aussi. C'est-à-dire que les gens qui sont venus dire que Gilles de Rais avait enlevé leurs enfants, ou du moins que leurs enfants avaient disparu sur le terroir de Gilles de Rais, ils ont fait ça pour avoir de l'argent? Vous vous rendez compte? Quel mépris! Il ajoute, un couple assure n'avoir jamais entendu parler d'enlèvement d'enfants avant l'arrestation de Gilles. Bon, et alors?
Un couple dit qu'il n'a jamais entendu parler. Et alors? Et le commentaire de ce ténor du barreau est de dire, à leur risque, ils contredisent la horde des 60 faux témoins, canailles et mendiants affamés ou vénaux recrutés par l'évêque chancelier de Bretagne. C'est-à-dire que 60 plaignants sont venus raconter leur malheur, ils les traitent de horde de faux témoins vénaux ou de la canaille. Voilà comment ce monsieur considère le peuple. Le peuple du Moyen-Âge comme le peuple d'aujourd'hui, il y a fort à parier que c'est la même chose. C'est-à-dire que des parents en larmes, et vraiment en larmes, qui ont battu la campagne, qui ont fait des pieds et des mains pour retrouver des traces de leurs enfants, ce sont des canailles et des menteurs. Voilà ce qu'il faut penser. C'est tout le cas qu'il fait du malheur épouvantable qui allait justifier l'arrestation de ce criminel. C'est-à-dire qu'en fait, il défend un pédophile en insultant les parents de ses victimes. Au cours du procès, Gilles s'effondra et passa aux aveux. On lui suggéra que s'il continuait, il échapperait à la torture. On l'a poussé vers la salle et là, il reconnaît 800 meurtres et non plus 140. Mais on l'a poussé vers la salle, on ne lui a rien fait. Gilles de Rais a reconnu 800 meurtres dès l'instant, alors qu'on l'en accusait de 140, il les a reconnus dès l'instant où il a décidé de dire la vérité, toute la vérité. Il a échappé à la torture, ses aveux furent spontanés. Il est probable qu'il a eu peur d'être torturé et qu'il a parlé en prévision pour échapper à la torture. Le fait est qu'il n'a jamais été soumis à la torture et qu'il a fait des aveux circonstanciés et au-delà de ce qu'on lui demandait, Quand il a commencé à avouer, il a tout avoué. Ça a duré. J'ai déjà vu un personnage comme ça au XVIIIe siècle qui a été... C'est un grand pédocriminel aussi. Il a été arrêté pour le meurtre de 2 ou 3 enfants. Il a nié, il savait pas de quoi on parlait. Et à un moment donné, je me souviens pas exactement ce qui s'est passé, mais à un moment donné, il s'est mis à parler. Il a avoué des choses qu'on lui reprochait même pas. Il a multiplié son dossier par 2 ou 3 avec tout ce qui. Dès qu'il a commencé à parler, il a tout balancé, tout. Avec une espèce de je sais pas comment on explique ça. De toute façon, Gilles de Rais, c'est ce qu'il a fait. Dès qu'il a commencé à parler, il a tout avoué. Alors, l'avocat ajoute ces crimes sont sans cadavre. C'est-à-dire que il aurait fallu que Gilles de Rais conserve les cadavres pour qu'on le croie. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il est bien évident que les cadavres, il les faisait disparaître, il les brûlait. Enfin bon, il y a eu des recherches qui ont été faites. Enfin bon, c'est clair. On a retrouvé des restes, mais on sait où ont disparu ceux qui n'ont pas, ceux qu'on n'a pas retrouvés. Enfin c'est incontestable. Je veux dire, l'enquête a été faite absolument sérieusement et Gilles de Rais a été condamné à être pendu puis brûlé. Voilà. Donc, il a été reconnu coupable, il n'a jamais été torturé et il a demandé pardon aux parents. Et les parents lui ont accordé le pardon. Alors, à cette époque-là, si vous avouiez et que vous demandiez pardon et que vous accordez le pardon, ça ne veut pas dire que vous alliez couper au châtiment. Hein. Donc, il a été condamné à être pendu puis brûlé et une procession l'a accompagné jusqu'au lieu de son supplice. Les parents, en pleurs, ont accompagné Gilles de Rais jusqu'au lieu de son supplice. Et il a redemandé au pardon aux familles et il est mort. Voilà. Et alors, que dit notre avocat là? À l'instant où Gilles gravit l'escabelle, une foule chante des psaumes. Elle intercède auprès de Dieu pour qu'il reçoive les condamnés dans la paix éternelle, enfin lui et ses complices. Pourquoi ce luxe de bonté et la haine déposée à la minute de la mort si le condamné est réellement un monstre? Eh bien, cher monsieur, je ne sais pas où vous avez appris les choses, vous avez appris la vie, mais ça s'appelle la rédemption, ça s'appelle le pardon. Hein. Gilles de Rais a tout avoué, il a supplié qu'on lui pardonne, et il a fait amende honorable. Eh bien, les gens étaient en larmes, ils lui ont pardonné, et il a quand même payé pour son crime. Voilà. Donc ça, si ce monsieur n'est pas capable de le comprendre, à l'époque, ça s'est passé comme ça, et ça s'est passé comme ça pour Gilles de Rais. Alors, je reprends la plaidoirie de cet avocat. L'interrogation reste posée tant le geste échappe au cérémonial habituel où la populace, friand dans la matière, hume le sang et hurle à la mort. Voilà ce que ce monsieur pense du peuple. Le peuple hume le sang, hurle à la mort et friande de supplice. Qu'est-ce qu'il en sait? Où est-ce qu'il est allé voir ça? Quelle haine du peuple. Pour lui, il n'y a pas de pardon. Le peuple ne peut que hurler à la mort si Gilles est coupable. Eh bien non, Gilles était coupable et le peuple a demandé que Dieu l'accueille en son royaume, comme on dit. C'est-à-dire que son repentir étant sincère, il soit pardonné. Voilà.
mais condamné et exécuté pour autant. Alors, il rajoute à la décharge de Gilles de Rais qu'il était de toute façon irresponsable. Parce qu'on l'avait privé de son Hippocrate dont il buvait des quantités par jour. C'était comme un drogué en manque, un fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gilles de Rais adorait beaucoup boire de l'Hippocrate. Alors l'Hippocrate, c'est un vin rouge sucré au miel et aromatisé d'épices. Alors c'est vrai que ça monte, c'est un peu comme le punch, ça monte rapidement à la tête. Mais c'est pas du LSD ni de la cocaïne, d'une part. D'autre part, s'il suffisait d'être privé de vin rouge pour être absous de meurtre d'enfant, vous voyez ce que ça veut dire? Il était irresponsable parce qu'il n'avait pas son Hippocrate et qu'il était capable de... Non, attendez. Il était capable de dire n'importe quoi quand il n'avait pas son Hippocrate, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, il conclut, le maréchal de Rais fut condamné pour des crimes et des délits imaginaires. Voilà, le maréchal de Rais fut condamné pour des crimes et des délits imaginaires. Alors, des centaines d'enfants sodomisés, démembrés, éventrés, suspendus, achevés, c'est des crimes imaginaires, mais c'est abominable. C'est abominable. Et il conclut en adressant une pensée émue à Voltaire, je ne me souviens plus de la citation, mais prendre le roi des menteurs comme référence pour réclamer une vérité historique, on aurait pu trouver mieux quand même. Parce que Voltaire et la vérité, c'est quand même pas, la vérité, c'était quand même pas son fort. Alors, devant un public trié sur le volet, n'entre pas qui veut au Sénat, hein, le jury, la cour arbitrale, a reconnu Gilles de Rais innocent après une demi-heure de délibéré. Une demi-heure de délibéré, ils ont reconnu Gilles de Rais innocent. C'est le temps qu'il leur a fallu pour constater que, je cite, aucune preuve directe de la culpabilité n'a été rapportée et que seule l'Inquisition a jugé Rais et que la torture a été largement employée. Eh bien, c'est faux. Il n'est pas possible que des jurés n'aient pas au moins pris la peine de lire la thèse d'Eugène Bossard, écrite en 1885. Je vous assure, j'ai lu cette thèse et le relu. C'est une merveille de précision, de concision et de détail. C'est absolument extraordinaire. Il donne toutes les informations utiles pour contredire ces délires. La cour ecclésiastique de Nantes n'avait rien à voir avec l'Inquisition. Vous savez, pour ces gens-là, Église égale Inquisition égale bûcher. Voilà, bim, bim, boum. Église égale Inquisition. Ça n'a rien à voir avec l'Inquisition. La cour ecclésiastique de Nantes n'avait rien à voir avec l'Inquisition et elle jugea des faits de pratiques démoniaques et uniquement. Elle a condamné, la cour ecclésiastique a condamné Gilles de Rais à l'excommunication. C'est le Parlement de Bretagne, c'est-à-dire les juges laïcs, qui a connu des faits d'enlèvement d'enfants et qui l'a condamné à mort. Donc, il n'a pas été condamné par l'Église, il a été condamné par le Parlement. Il a été condamné par les juges laïcs. À aucun moment, la torture ne lui a été appliquée ni contre lui, ni contre ses sbires. À aucun moment. Il a fait des aveux spontanés et détaillés en rajoutant même sur ce qu'on lui reprochait. Alors, on a un travail plus récent dû à l'excellentissime Jacques Herz qui vient à nouveau contredire ces allégations fantaisistes qui reviennent à apporter son soutien au pire des pédocriminels sur des contre-vérités facilement vérifiables. Voilà. Alors, non content d'avoir enfilé des contresens et des imbécilités comme des perles sur un sujet pourtant grave, l'aréopage de non-historiens, parce qu'il n'y avait aucun historien parmi eux, conclut à demander au président de la République et même au pape de valider cette révision de l'histoire. Vous vous rendez compte? Au cours de ce procès spectacle, c'est l'histoire qui a été le plus malmenée. On a ressassé les poncifs habituels sur le Moyen-Âge et le mépris de nos aïeux. Un innocent qui avoue des crimes imaginaires sous la torture ordonnée par l'Inquisition, des prélats véreux, un peuple imbécile et manipulé qui s'imaginent qu'on enlève ses enfants quand ceux-ci s'amusent juste à disparaître. Mis à part Gilbert Proutot, à l'origine de la chose, qui a su promouvoir son livre, on a trouvé qui aura bénéficié de la mascarade. En juillet 1997, l'agence France-Presse signala le succès d'un spectacle son et lumière organisé dans les ruines du château de Machecou, un des châteaux de Gilles de Rais. 200 figurants des alentours faisaient revivre bénévolement la terreur qu'inspira l'innocenté du Sénat, Gilles de Rais. La scène du début montrant une femme contemporaine cherchant éperdument son fils égaré dans les ruines au cours d'une sortie scolaire donna le ton. Gilles de Rais n'avait rien fait de mal, c'est sûr, mais de quoi parlait-on là, si ce n'est du fond de ce dossier puant? Des pervers enlèvent des enfants pour assouvir leur penchant sexuel, sadique et meurtrier. La beauté du sujet mérite bien, après une réhabilitation tonitruante, un beau son et lumière, non? Gilles de Rais était tellement innocent que Henri Laborie et Michel Crépeau le présentèrent comme leur ami.
Alors je pose la question, y a-t-il d'autres compagnons de Jeanne d'Arc, d'autres maréchaux de France, d'autres victimes prétendues de l'Inquisition qui suscitent un tel engouement? Qu'avait-il donc de spécial ce riche innocent bafoué pour toucher le cœur du savant et du ministre? L'étude de son cas n'apporte qu'une seule réponse. Il était amateur de petits garçons et il en usait de la pire des manières. Une fois énoncée l'innocence de Gilles de Rais, la Cour décida de demander au président de la République de faire en sorte que la vérité historique soit rétablie. La vérité! Le seul historien qui fut entendu par cette cour de pacotille, Michel Fleury, fut hué pour avoir dénoncé les insultes et les menaces dont il fut l'objet. Imaginons que François Mitterrand, serré de près par la coterie pédocriminelle, ait accepté d'ériger une statue équestre de Gilles de Rais devant le château de Tiffauges, comme lui demanda Gilbert Proutot au nom de la cour arbitrale. Imaginons que les générations futures, capables comme tout un chacun, comme vous et moi, et comme je l'ai fait moi, et comme vous pouvez le faire, d'aller chercher la vérité dans les livres, imaginons qu'ils diront à leurs enfants qui demanderont ce que c'est. Ça, mon enfant, c'est la statue équestre du plus grand pédocriminel de l'histoire de France. Il a abominablement torturé et mis à mort des centaines d'enfants dont il a joui, et puis il a fait brûler leurs cadavres. C'est la République qui lui a érigé cette statue. Ça aurait de la gueule, non? Voilà, donc merci Marion. Alors effectivement, pour conclure, on voit bien le lien qu'on peut faire entre l'époque contemporaine et ses dérives et cette évocation historique. D'autant que, eh bien, vous avez parlé de Lyon. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même un très gros dossier, les disparus de Lyon, dont on ne connaît toujours pas les tenants et les aboutissants, puisque Émile Louis, qui était le principal suspect, n'a pas pu agir pour son compte. Donc il y avait très vraisemblablement un réseau. Je sais qu'il y a des articles de presse à Blois qui ont disparu, que la presse avait été muselée à l'époque, qu'il y avait, et puis voilà, il y avait des personnages influents dans la région qui manifestement étaient intéressés à étouffer la vérité. Ces affaires ne sont toujours pas réglées, comme un certain nombre d'affaires sont nombreuses en France. Et on a vu là tout récemment, avec l'affaire Pavel Durov, dont j'ai parlé dans une autre émission de la chaîne Brochu Télévision, on a vu que de nouveau le dossier revenait sur le devant de la scène, puisqu'on a accusé Pavel Durov d'avoir laissé transiter sur sa plateforme de communication Telegram des contenus pédocriminels. Il peut quand même pas tout contrôler, hein. Et puis, alors c'est peut-être possible, hein. J'ai expliqué que c'est pas parce que on utilisait son téléphone pour organiser un braquage de banque que le téléphone était en cause, hein. Et donc, oui, on peut aussi appeler sa vieille mère grand à l'autre bout de la France, ou son épouse quand on est en déplacement professionnel ou pour parler à ses enfants. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que manifestement, il avait dû parler de Xavier Niel pendant sa garde à vue, puisque Xavier Niel, par l'intermédiaire de son journal Le Monde, a fait savoir que Pavel Durov lui aurait demandé à ce qu'on lui fasse savoir qu'il avait été en garde à vue. Alors ça ressemble à un contre-feu. C'est-à-dire, petit gars, tu invoques mon nom, moi j'invoque une collusion entre toi et moi, donc tu ne pourras pas t'en servir. Et or, Xavier Niel, je rappelle, c'est le Minitel Rose, c'est donc de la prostitution en ligne, oui, et puis c'est tout le contenu pédophile français sur Internet. Donc voilà, je pense qu'on est dans une phase intéressante de l'évolution de ces dossiers. Vous aurez remarqué que il n'y a jamais effectivement de condamnation. Alors vous avez parlé justement aussi, ça c'est très important, dans cette histoire de réhabilitation, ça rappelle l'affaire d'Outreau. Je rappelle que l'affaire d'Outreau, ça a été un truc qui a été entièrement monté pour discréditer la parole de l'enfant. Oui, tout à fait. Et c'est le résultat qu'on a obtenu. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus croire les enfants quand ils disent « j'ai été violé », c'est quand même intéressant, hein. Voilà. Donc, c'est pratique.
C'est pratique. Voilà. Bah oui, c'est bien pratique. Voilà. Donc, c'est très intéressant parce que sur le plan historique, vous avez réussi à nous faire un parallèle entre l'époque contemporaine, ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire une réhabilitation, voire un panégyrique, hein, une glorification d'actes effectivement sadiques, etc. Donc du pédosatanisme, satanisme, et du Judith Reisman appelle ça le pédosadisme. Voilà, pédosadisme, c'est le terme que je cherchais. Donc, on voit que effectivement, on est entré dans une phase, ce qui n'est pas étonnant, hein. On en a parlé, vous et moi, hors caméra. En fait, le système dans son ensemble, c'est-à-dire les gens qui sont à la tête du système, les gens qui progressent en se soutenant les uns les autres, on a parlé de sociétés secrètes, de franc-maçonnerie, etc. Donc, ce sont des gens qui se font la courte échelle, hein, en quelque sorte, et qui se tiennent par la barbichette, comme on dit, arrivent à leur fin précisément par un système de réseau, par un système de réseau, et donc secret, de sociétés secrètes, et que ces gens-là arrivent à leur fin en recrutant des gens sans scrupules. C'est-à-dire que vous avez, alors on a parlé, on remonte, vous remontez jusqu'à Henri IV, mais grosso modo, il faut remonter au moins à la Révolution française, parce que je pense que c'est un point de bascule quand même. Parce qu'avant, l'Église avait quand même une fonction régulatrice, c'est-à-dire qu'on excommuniait des gens, on les condamnait. Tout à fait, oui. Voilà. Donc la disparition de l'influence de l'Église, d'ailleurs, c'était l'objectif. L'objectif principal, il fallait se débarrasser de l'Église pour permettre le pré-intérêt. Le pré-intérêt, exactement, hein, oui. Entre autres, mais c'était pour la bourgeoisie qui voulait prendre la place des aristocrates. Il y avait une volonté, hein, de réhabiliter le pré-intérêt, d'abord sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire la révolution industrielle sans avoir des banquiers, sans la possibilité d'emprunter. Et d'emprunter, évidemment, de manière rentable avec le pré-intérêt. Or, c'était condamné comme l'usure par l'Église, et donc seuls les protestants, jusque-là, avaient pu lancer la révolution industrielle, notamment les Anglais, qui étaient les premiers à s'être séparés officiellement du Vatican, pour pouvoir faire la révolution industrielle. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, vous avez Bernard von Barth, vous avez Schumpeter, vous avez surtout Max Weber, hein, qui explique comment la révolution industrielle n'aurait pas été possible sans le protestantisme. Bien. Or, mais dans cette histoire, il y a également le fait qu'il fallait se débarrasser de l'Église parce que c'était l'empêcheur de danser en rond, de tourner en rond, hein, et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et donc, on s'est débarrassé du chat, qui attrapait les vilains rats, les vilaines souris. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, on a rejoint ce truc-là. Alors, on a, à partir, donc, moi, je parle de la Révolution française, donc ça fait au moins 250 ans, un peu plus, que des gens sans scrupules recrutent des gens sans scrupules, qui recrutent des gens sans scrupules, etc. Il y a une stratification qui s'est produite. Et le fin du fin, le summum, hein, c'est d'arriver à ce que les gens deviennent satanistes. Alors moi, j'ai quelques années, quand je faisais des conférences, je disais, bon, ils étaient machiavéliques. Alors les gens me prenaient le truc, je dis machiavélique, puisque satanistes, tout de suite, on passait pour complotistes. Et puis, depuis quelques années, quand je dis ça dans une conférence, je dis c'est machiavélique, les gens me reprennent, non, ils ne sont pas machiavéliques, ils sont satanistes. Donc, effectivement, ça a progressé. Et effectivement, il y a un moment que ça a fini par sortir. Il y a effectivement des sectes sataniques. Ça existe. Hein, il faut, ne serait-ce que le colonel Aquino, par exemple, à San Diego, hein, qui est le responsable des opérations psy sur la base militaire de San Diego, qui est tout à fait officiellement le grand maître de l'église l'ordre du temple de Seth. Seth, c'est un dieu égyptien qui est à l'origine de Satan, de l'étymologie de Satan, et qui ne se cache pas, hein, ne se cache absolument pas, donc on ne peut pas le contester. Et donc, mais alors, vous savez, le gourou, généralement, il ne croit pas à son histoire. Hein. Les adeptes, ils y croient. Alors, il récupère des adeptes, il leur prend leur pognon, éventuellement, il leur prend leur femme, ou leur petite fille, ou leur petit garçon. Et puis, quand il estime que c'est plus la peine, que ça, voilà, l'ordre du temple solaire, par exemple, on organise un grand repas, on crame tout le monde, ou on empoisonne tout le monde, et puis il part avec la caisse, un ou deux gamins, et puis voilà, il va se refaire sa vie dans les Caraïbes. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas parce que y a une secte satanique que le gourou il croit à sa propre histoire. Mais c'est bien pratique parce que quand les gens n'ont plus de scrupules, par exemple dans le monde de la finance, vous avez parlé de Rockefeller tout à l'heure, eh bien c'est bien pratique, hein, dans le monde des affaires si les gens n'ont pas de scrupules.
Voilà, donc je vous laisse le mot de la fin. Ben vous savez, le scrupule, c'est ce qui va avec la morale. Comment voulez-vous arrêter quelqu'un qui n'a pas de morale? Comment voulez-vous arrêter quelqu'un qui n'a pas de morale? Alors déjà, on dit on disait dans le temps, comment voulez-vous arrêter quelqu'un qui n'a pas de Dieu? S'il n'a pas de Dieu au-dessus de la tête, il n'y a rien qui l'arrête. Bon, ben, transformons Dieu simplement par la morale. Comment voulez-vous arrêter quelqu'un qui n'a pas de morale? Vous allez l'arrêter comment? Moi, je vois comment, par exemple, Voltaire a fait tout le mal qu'il a fait. Il n'avait absolument aucun scrupule. Aucun scrupule. Il mentait comme un arracheur de dents. Il marchait sur la tête des gens. Il était absolument. Rien ne pouvait l'arrêter. Il a été immensément puissant parce qu'il n'avait absolument aucun scrupule. C'est ça qui est diabolique. C'est ça qui est diabolique. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes maintenant, c'est que les gens qui ont des scrupules et de la morale doivent absolument resserrer les rangs le plus fort possible pour arrêter de laisser ceux d'en face prendre toute la place. Je veux dire, il faut absolument resserrer les rangs et réintroduire la morale, réintroduire la notion de bien et de mal, la notion de châtiment. À l'heure actuelle, le mal a pris toute la place. Le mal a pris toute la place. C'est le plus gueulard, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, c'est le plus gueulard qui a raison, c'est celui qui parle le plus fort qui aura raison. Enfin, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Oui, alors effectivement, je suis d'accord avec ce que vous dites et je pense que la situation dans laquelle nous sommes est dramatique. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre profond entre le bien et le mal. Il y a un déséquilibre profond. Le voleur a toujours un temps d'avance sur le gendarme. Je donne cet exemple en général puisque personnellement, en tant qu'ancien militaire, je sais ce qu'est la guerre et donc je suis pacifiste, comme beaucoup de militaires qui se sont tous fait avoir d'ailleurs. On leur a raconté des histoires. En Afghanistan, on était chercher de l'opium. Partout où on est intervenu, on n'a fait que des bêtises. Et donc, en tant que militaire, je dis, le pacifiste est désarmé par rapport au belliciste. Parce que évidemment. Il ne va pas aller tuer des bellicistes puisqu'il est pacifiste. Alors que le belliciste, ça ne gêne pas du tout. Il y a le cas de Jean Jaurès. Jean Jaurès, c'est le cas emblématique du mec qui est pacifique et qui se fait flinguer. Alors que lui, il n'ira pas sur les Clémenceau et autres va-t-en-guerre. Voilà. Voilà, je vous laisse le mot de la fin et puis je vous remercie de votre intervention. Bon, écoutez, le mot de la fin, ces choses-là sont sérieuses. Moi, je sais, ça fait plus de 30 ans que je suis sur le sujet. Quand j'en parlais au début, les gens me disaient comme ça, t'es complètement dingue. On voulait pas me croire. À l'heure actuelle, ce que je dénonce depuis 30 ans, c'est à la rentrée, c'est dans les classes, c'est on va obliger les enfants à écouter et à voir des informations concernant la sexualité qui ne regardent absolument pas l'enfance, qui ne regardent d'ailleurs même pas l'adolescence non plus. On va corrompre les enfants. Il paraît qu'il y a des enfants qui tombent dans les pommes, il y en a qui se mettent à hurler, qui veulent plus retourner à l'école, et on va leur imposer ça au titre que les enfants ont droit à une vie sexuelle. Tous ces gens parlent de sexualité sans savoir de quoi ils parlent. La sexualité, c'est ce qui est relié à l'amour et à la vie. La sexualité relève de l'intimité, du couple et du sacré. On fait de la sexualité une activité de loisir destinée à abrutir les gens et à les rendre totalement dépendants de pratiques de plus en plus sadiques, de plus en plus monstrueuses. Voilà. Donc le sexe est sorti, ça fait partie du plan du la dépendance au sens de la drogue. Oui, c'est ça. Non, mais le sexe est devenu une activité de loisir déconnectée de sa raison d'être, qui est la reproduction de la vie, la perpétuation de la vie. Le sexe est lié à la vie. Et on fait du sexe une activité liée à la mort. À la mort parce que le sexe est de plus en plus violent, il est de plus en plus déconnecté, il est de plus en plus désincarné. On vit dans un monde totalement qui marche sur la tête, où précisément on détruit on détruit tous les principes de la reproduction, notamment avec l'idéologie du genre, parce que je rappelle quand même que la reproduction sexuée, dans la nature, elle a une fonction qui est, on n'est pas des protozoaires, on ne prolifère pas comme des protozoaires, on n'est pas des êtres unicellulaires. La reproduction sexuelle a une fonction qui est de protéger les êtres sexués contre les dégénérescences, contre les maladies. C'est-à-dire au moment du partage des chromosomes, au moment de la rencontre du sperme et de l'ovule, vous avez du spermatozoïde et de l'ovule, vous avez un partage des chromosomes entre le papa et la maman qui va permettre de diluer les tares, et c'est la raison pour laquelle la consanguinité, au contraire, aggrave les tares et les maladies, puisque au contraire, on accumule
les tares en couchant avec sa fille ou sa sœur ou je ne sais quoi. Et donc, sa cousine, je ne sais pas. Bon. Et donc, on voit bien qu'avec l'idéologie du genre, on remet en cause la reproduction sexuelle même. Avec l'homosexualité, on remet en cause la reproduction sexuelle. On est dans un monde de malthusiens qui veulent réduire la population mondiale jusqu'à un absolument. Ils veulent éradiquer la population mondiale. Ouais. Voilà, ou garder juste le nécessaire de gens qui auront des clés USB dans la tête pour les diriger. Donc une espèce de termitière dans laquelle on marchera au pas comme des lapins mécaniques ou comme des… Absolument, c'est exactement ça le plan. Oui, c'est le plan. Voilà. Ouais. Et donc, c'est un enjeu, le transhumanisme, etc., donc, ou des gens qui seront dirigés par leur téléphone mobile, selon le principe de l'IRM. Parce que si on vous a injecté de l'hydroxyde de graphène dans le corps, je rappelle, c'est une substance qui est indétectable, qui est donc des nanoparticules. Donc, je rappelle, c'est un milliardième de mètre, donc un millionième de millimètre, donc c'est invisible à l'œil nu. Mais par contre, c'est magnétique, c'est une substance magnétique. Et donc, grâce à ça, ça s'organise avec… vous savez, les aimants, ils s'attirent ou ils se repoussent. Et donc, pour se constituer en antenne dans vos cellules, la cellule de votre corps, exactement comme quand on vous fait une IRM, on vous met un liquide dans le corps qui permet à l'appareil de faire une tranche de votre cerveau, etc., pour détecter, par exemple, une tumeur. Ben là, ce sera votre téléphone mobile ou l'antenne 5G. C'est pas de la science-fiction, hein. C'est dans les brevets. C'est dans les brevets qui ont été déposés, notamment le brevet qui a été déposé, je vous parlais tout à l'heure, par la famille Rockefeller, que j'ai découvert grâce au journal Le Monde parce qu'ils contestaient les accusations du professeur Fourtillan. Donc, ils ont eu tort de réagir parce qu'ils nous ont fourni un document, que j'ai capturé à l'écran, et ensuite que j'ai retrouvé, et qui permettent de montrer que depuis les années 2000, depuis le tout début des années 2000, il y a des brevets qui ont été déposés pour pratiquer le genre. Donc, on va être une espèce de colonie termitière dans lequel ce qui restera de l'humanité marchera au pas, comme des lapins mécaniques, et où les puissants n'auront plus à s'inquiéter, ils seront là pour appuyer sur les boutons, faire la maintenance, et tout le reste sera dirigé par des robots. On n'a plus besoin d'esclaves, puisqu'on a des robots. Et donc, c'est vraiment l'avenir de l'humanité qui est en jeu aujourd'hui. Oui, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Oui. Et c'est à nous, tout ce que nous n'aurons pas fait, personne ne le fera à notre place. Oui. Et nous devons le faire en toute modestie, et chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice. C'est comme ça qu'on construit une cathédrale. Exactement, chacun sa pierre à l'édifice. Moi, je vous propose ce que je sais faire, c'est-à-dire je sais rechercher dans les textes, et c'est ce que je sais faire. Vous êtes la bienvenue. Je ne sais pas diriger les hommes, je ne sais pas porter les armes. Voilà, je sais faire ça, et c'est ça que je vous propose. Et vous êtes la bienvenue, ce que vous nous avez dit là est tout à fait intéressant. D'ailleurs, encore une fois, on se demande pourquoi on a voulu réhabiliter Gilles de Rais. C'est très suspect. C'est pire que suspect. C'est pire que suspect. Attendez, on va faire une statue équestre d'un type dont on dit qu'il est forcément innocent parce que il aurait été condamné par un tribunal d'inquisition qui n'a jamais existé, après une torture qu'on lui a jamais appliquée. Non, mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ces gens sont des pédocriminels. Voilà. Marion, vous m'avez compris. Quand je dis suspect, c'est comme quand je disais machiavélique. D'accord, ok. Excusez-moi, capitaine. J'aime bien les métaphores et j'aime bien les voilà. D'accord, entendu. Bon, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis obligée de vous laisser parce que j'ai une autre interview qui suit. Tout à fait, pas de souci. Donc à une prochaine fois. Merci à nos cousins du Québec et que Dieu vous bénisse.